nous allons évoquer un sujet absolument majeur qui est celui de la migraine. Toutes les personnes qui en souffrent redoutent ces crises qui sont extrêmement douloureuses, qui peuvent s'accompagner de nausées, de vomissements. Et donc nous avons là encore la chance d'accueillir deux grands experts du sujet. Et l'échange va être animé par Béatrice Parino, journaliste au Point, que je vous demande d'accueillir. Et donc nos experts, le docteur Françoise Rada, qui est médecin psychiatre et algologue, spécialiste de la douleur à Bordeaux. Elle a notamment développé et coordonné un diplôme interuniversitaire sur le thème douleur, psychologie et psychopathologie, ainsi que le docteur Michel Lantéry-Minet, neurologue, chef du département douleur au CHU de Nice, donc spécialiste de la migraine, co-coordinateur de la Fédération hospitalo-universitaire InnovPain de l'Université Côte d'Azur. Il a également écrit plusieurs livres, notamment La qualité de vie et l'impact de la migraine, que vous trouverez auprès de notre libraire. Et je pense que là aussi, vous pourrez le dédicacer au terme de ce débat. Voilà, donc je vous demande vraiment de prendre place rapidement. Merci peut-être de vous serrer pour permettre aux personnes de s'installer sur les côtés. Et Béatrice, quand vous voulez, dès qu'on aura un petit peu de silence, s'il vous plaît, merci beaucoup. Bonjour, merci d'être présent pour cette table ronde sur la migraine. Ma première question peut paraître bateau, mais est-ce que la migraine, c'est une vraie maladie Alors, est-ce que c'est une vraie maladie ? Oui, on peut dire que c'est une vraie maladie pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'elle correspond à des critères diagnostiques très précis. Et, tout mal de tête n'est pas une migraine. La deuxième raison, c'est qu'elle est supportée par des mécanismes très particuliers. Et du fait de ces mécanismes très particuliers, la troisième raison, c'est qu'elle répond à des traitements également plutôt spécifiques, les traitements antidouleurs étant peu efficients dans la migraine. Et enfin, la quatrième raison, c'est que la migraine altère la qualité de vie. Et actuellement, en matière de conception de maladie, l'Organisation mondiale de la santé considère qu'à partir du moment où quelque chose altère la qualité de vie, ça peut être considéré comme une maladie. Et quels sont les facteurs déclenchants d'une migraine ? Alors, il y a pas mal de facteurs déclenchants. Quand on demande aux patients quels sont les facteurs déclenchants des crises de migraine, le premier facteur qui est évoqué par les patients est le stress. Après, viennent un certain nombre d'autres facteurs déclenchants. Pour les femmes, beaucoup les règles. Donc, la vie hormonale intervient pas mal dans la physiopathologie de la migraine. Et puis, d'autres facteurs déclenchants qui sont plus variés, comme ce qu'on a pu consommer, l'alcool par exemple. Vous connaissez peut-être le syndrome du restaurant chinois, donc certains composants qui entrent dans la nourriture qu'on peut trouver dans les restaurants chinois. Quelquefois, on parle du chocolat. Les modifications de la pression atmosphérique aussi peuvent entrer en ligne de compte. Je dirais que, il y a plusieurs autres choses. Ce qui est commun un petit peu à tous ces facteurs déclenchants, c'est qu'ils vont modifier ce qu'on appelle l'homéostasie, c'est-à-dire l'équilibre général de l'organisme. Et c'est ça qui va pouvoir provoquer la crise de migraine. Mais j'insiste sur quelque chose, c'est que là, on parle de provoquer la crise. Je ne parle pas de provoquer la maladie. Donc c'est une nuance. Voilà. Justement, est-ce qu'on sait ce qui déclenche la maladie ? Alors,
Alors, la maladie, elle est d'abord très probablement supportée par une prédisposition génétique. En fait, n'importe qui peut faire une crise migraineuse, si tant est qu'il soit dans un environnement défavorable, comme disait Françoise, un environnement qui peut être dangereux pour l'homéostasie. Moi-même, je ne suis pas migraineux, mais il m'est arrivé exceptionnellement de faire une crise migraineuse. Si je me suis beaucoup déplacé, j'étais fatigué, j'avais des soucis, tout ça cumulé peut me faire déclencher une migraine. Mais j'en ai une tous les 15 ans, donc je ne suis pas malade. Ce qui définit la maladie migraineuse, c'est la répétition des crises. Et la répétition des crises, elle est supportée par une prédisposition génétique, d'où les antécédents familiaux fréquents de migraine. Et elle est aussi favorisée par un facteur supplémentaire, c'est le sexe, puisque les femmes sont beaucoup plus migraineuses que les hommes, c'est-à-dire qu'on a parité chez l'enfant, on a peut-être un peu plus de petits garçons que de petites filles migraineuses, mais dès que le cycle hormonal se met en place, les femmes sont très prévalentes, et en consultation on est à 80% pour 20% d'hommes, parce que les régions cérébrales qui sont impliquées par la migraine n'aiment pas beaucoup l'imprégnation hormonale féminine et les variations de cette imprégnation. En population générale, la parité est un peu mieux respectée, puisque c'est plutôt 1 pour 2. Voilà, les femmes consultent plus pour migraine, ou je dirais plutôt les hommes consultent moins pour migraine, notamment dans les régions comme ici, toutes les régions latines, où la migraine est très attachée à la féminité, et beaucoup d'hommes craignent de consulter pour migraine. C'est un peu dévalorisant, entre guillemets. On retrouve un peu moins cela dans les populations nordiques qui n'ont pas ces aspects culturels. La culture, c'est aussi important en médecine. Vous êtes psychiatre. Pourquoi venir vous voir quand on a la migraine ? Alors, personne ne vient me voir spontanément à cause de la migraine. Ça, je tiens à le préciser. Donc, moi, j'ai travaillé en consultation douleur et dans des centres douleur. Et je me suis particulièrement intéressée à la douleur parce que, alors bien que j'insiste beaucoup, la migraine n'est pas une affection psychosomatique. La migraine est une maladie spécifique, comme l'a expliqué Michel Lantériminé, mais la migraine le cours évolutif de la migraine peut être modifié par des déterminants psychiques. Alors, quand on a une problématique dépressive, quand on a une problématique anxieuse, le cours évolutif de la migraine peut s'aggraver. Et en fait, on s'aperçoit que chez les migraineux qui consultent, donc en général qui vont mal, on a énormément de patients qui souffrent de problèmes anxieux et de problèmes dépressifs. Et d'une manière générale, quand on fait des études, même en population générale, on s'aperçoit qu'il y a une agrégation qui a probablement aussi des causes génétiques, de troubles anxieux, de troubles dépressifs et de migraines. Donc ce sont des populations qui ont des risques communs de souffrir de ces pathologies-là. Voilà, donc ça c'est une des premières causes. La deuxième cause, c'est que quand on est migraineux, je vous l'ai dit tout à l'heure, le stress est un problème et donc on peut être amené à apprendre aux patients à gérer le stress et ça aura un impact favorable sur la façon dont il gérera sa maladie migraineuse. Est-ce que parmi les migraineux, alors tous les deux, on s'est parlé au téléphone pour organiser cette table ronde et vos premières questions, c'est vous qui m'avez interrogé, vous m'avez demandé si je souffrais de migraine et je vous ai dit non. Alors c'est important pour vous de le savoir et du coup vous m'avez décrit ce que c'est une migraine parce que j'en ai pas, donc je sais pas. Et vous m'avez expliqué que oui, avoir la migraine, c'est avoir très 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 mal à la tête et certains ont vraiment extrêmement mal, c'est ça. Il y a peut-être, vous me disiez, 5% de personnes qui ont de véritables souffrances. Vous pouvez nous en dire un peu plus ? Alors, le problème de la migraine, déjà, c'est un mal de tête qui est très particulier déjà, alors au-delà des subtilités cliniques par sa sévérité. Pour parler de migraine, il faut avoir une céphalée qui est d'intensité modérée à sévère, le terme modéré étant entendu dans son appellation anglo-saxonne, c'est-à-dire qui impacte et qui altère les activités en cours. Et ce qu'on oublie souvent quand on parle de migraine, c'est qu'il y a d'autres signes que la douleur. C'est-à-dire que les patients en crise ont une
hyperesthésie sensorielle qui font qu'ils ne vont pas supporter la lumière, qui ne vont pas supporter les sons, qui ne vont pas supporter les odeurs. Globalement, ils ne vont pas supporter tout le monde extérieur. Il y a souvent des composantes digestives, avec au minimum des nausées, parfois des vomissements, parfois des choses plus sévères comme des débâcles diarrhéiques en cours de crise, qui fait que quand on a tout ça, on n'est vraiment pas bien. Et il y a en plus des choses qui ne sont pas dans nos critères, mais dès qu'on est avec nos patients, il y a un fonctionnement cérébral pendant la crise migraineuse qui est altéré. Les patients sont différents et tout ça, ça a un impact majeur, sachant qu'une crise dure en moyenne entre 24 et 72 heures si elle n'est pas bien traitée. Donc c'est majeur. Et en plus, il y a ce concept de migraineux sévère par l'intensité, par les fréquences dont parlait Françoise tout à l'heure. Donc, être migraineux sévère, ça veut dire prendre beaucoup de médicaments ? Alors, en fait, on pense qu'il y en a à peu près 5% des patients qui ont vraiment une qualité de vie extrêmement impactée par la migraine. Parce que ce dont il faut bien se rendre compte, c'est que c'est très différent d'avoir une crise par mois, une crise tous les 6 mois, une crise par mois ou 2 à 3 crises par semaine. Là, on n'est plus du tout dans la même course, si j'ose dire. Quand on a une migraine très fréquente, là, on a une qualité de vie qui est dramatiquement altérée. Ce qui se passe quelquefois, c'est que dans ces cas-là, on va se mettre à prendre énormément de traitements de crise. Et la migraine est une pathologie du cerveau qui implique un phénomène de sensibilisation par ces prises répétées dentalgiques. Et il va se passer un phénomène tout à fait dramatique qui est que plus les patients vont prendre des antalgiques, plus ils vont aller mal et plus ils vont souffrir de crise. Et donc, ils vont à la fin présenter des tableaux de céphalée chronique. Et donc, ils vont aller de plus en plus mal, prendre de ce fait de plus en plus d'antalgiques. Et nous, on voit quelquefois arriver dans nos consultations des patients qui, en plus, sont dans des états émotionnels tout à fait dramatiques parce que vraiment ils vont mal. Donc ils sont anxieux, ils sont déprimés, ils ont mal tout le temps, ils mangent des antalgiques toute la journée et il va falloir qu'on les sorte un petit peu de cet état. Alors pour certains, c'est pas trop compliqué parce que quand ils ont compris qu'ils sont dans un cercle vicieux, on arrive à leur faire tout arrêter et les choses se passent assez bien. Pour d'autres, c'est beaucoup plus compliqué parce que justement les facteurs psychopathologiques sont plus importants et c'est là que notre collaboration prend tout son sens. Alors après, dans la migraine sévère, une notion qui est très importante, c'est que la maladie migraineuse est une maladie très fluctuante et un patient, au cours de sa vie, va avoir potentiellement des phases où il va être très grave, d'autres phases où il va être mieux, parfois sans intervention thérapeutique, spontanément. C'est l'histoire naturelle de la maladie, ce qui perturbe beaucoup les patients. C'est très difficile de gérer ces phases-là sans comprendre vraiment pourquoi, à un moment donné, ça dérape. Pour le corps médical aussi. C'est très difficile de voir un patient qui est bien, et puis d'un seul coup, pendant 1 an, c'est une catastrophe, et puis après, à nouveau bien. C'est vraiment une maladie très particulière pour ces fluctuations spontanées, évolutives. Une curiosité, qu'est-ce qu'on voit sur les imageries, sur les scanners ? Est-ce qu'on voit quelque chose ? Il y a 2 façons de concevoir l'imagerie. Il y a l'imagerie telle qu'on l'a fait quand on fait des examens, tout un chacun, ce qu'on appelle l'imagerie cérébrale morphologique, c'est-à-dire le scanner et l'IRM essentiellement, et surtout l'IRM. Là, on ne voit rien. Si c'est une migraine, on ne voit rien, si ce n'est qu'un certain nombre de migraineux présentent parfois des petits points blancs dans la substance blanche en IRM, qui inquiètent beaucoup les patients parce que les interprétations des radiologues sont parfois inquiétantes, qui nous inquiètent pas. Ce n'est pas péjoratif. On ne sait pas exactement ce que sont ces points blancs. Dans le milieu, on les appelle les OBNI, les objets blancs non identifiés, pour montrer notre incompétence dans l'analyse de ces hypersignaux. Après, on peut faire de l'exploration en recherche
avec de l'imagerie fonctionnelle, où là, on essaye de voir le fonctionnement du cerveau. Alors là, par contre, comme on dit, les imageurs disent, ça crache, hein, il y a beaucoup d'images qui sortent. Et globalement, il y a deux aspects. Il y a un pattern d'activation du cerveau qui correspond à la douleur, hein, puisqu'il y a mal. Donc le cerveau n'est pas normal quand il a mal. Et puis, il y a des régions cérébrales qui s'activent anormalement chez le migraineux, notamment en début de crise. Et l'on pense que ces régions sont les générateurs de la migraine, d'où ça part. Et en particulier, il y a une région qui nous intéresse beaucoup, qu'on appelle l'hypothalamus, qui est notre horloge biologique interne et qui est probablement très impliquée dans la pathologie migraineuse. Enfin, il y a actuellement une nouvelle approche de neuroimagerie, alors là beaucoup plus morphologique, qui essaie de voir comment les régions cérébrales sont connectées entre elles, avec ce qu'on appelle de l'IRM de diffusion, qui nous permet de faire de la tractographie. Et là, on commence à voir des choses avec, chez les migraineux, notamment sévères, des connexions cérébrales entre différentes régions qui ne sont pas tout à fait les mêmes que dans la population générale, sachant que pour l'instant, on ne sait pas si c'est la cause ou la conséquence d'une répétition de crise, parce que contrairement à ce qu'on dit, notre cerveau reste très plastique, se modifie tout au long de la vie, hein, ce n'est pas quelque chose de complètement figé. Ce qui veut dire qu'on peut avoir la migraine enfant ? Tout à fait. Hein. Alors la prévalence de la migraine chez l'enfant n'est pas très bien connue en France parce qu'il n'y a pas d'études qui l'a spécifiquement étudiée, mais globalement, on estime qu'il y a au moins 5% des enfants migraineux. Le problème des enfants, c'est qu'ils souffrent d'un déficit de diagnostic encore plus important que l'adulte parce que les crises de l'enfant sont particulières. Elles sont en particulier beaucoup plus courtes, faisant qu'un enfant peut être vraiment très mal pendant 2 heures et puis 2 heures après jouer dans la cour de l'école tout à fait normalement. Il y a toujours un doute sur la réalité de la crise. Et puis l'enfant fait beaucoup d'équivalents migraineux, des choses qui ne sont pas du mal à la tête, hein. C'est les douleurs abdominales récurrentes, c'est les vomissements récurrents, c'est le vertige paroxystique de l'enfant. Il y a d'autres entités qui ne sont pas tout à fait reconnues, comme le somnambulisme, qui pourrait être de la migraine. Et il y a quelques études, par exemple actuellement, d'assez bonne qualité, qui laissent penser que les petits bébés qui font de la colite du nourrisson seraient des candidats à la migraine future, et il se peut que la colite du nourrisson soit déjà une expression de la migraine chez le tout petit enfant. Alors, est-ce qu'on peut guérir de la migraine ou une fois qu'on commence à être migraineux, il faut se résoudre à vivre avec toute sa vie ? Alors, si on vient nous voir, nous, et si on est efficace, on ne va pas guérir les patients de la migraine, mais on a la capacité, hein, moi c'est ce que je dis toujours aux patients, tout en les laissant migraineux, qu'ils aient la qualité de vie la plus normale possible et qu'ils aient, ce que disait Françoise, une consommation médicamenteuse raisonnable qui ne les expose pas à un risque et surtout à l'entretien de leur maladie migraineuse. Mais on ne sait pas guérir la migraine, puisque si on voulait guérir la migraine, idéalement, il faudrait manipuler les gènes des patients pour supprimer cette prédisposition génétique. La migraine est une maladie à seuil. Donc l'objectif du traitement, c'est d'augmenter le seuil de déclenchement des crises. Ce que disait Michel en parlant de lui tout à l'heure, au fond, de devenir quelqu'un qui va déclencher une crise dans des conditions les plus exceptionnelles possibles. Tous les 6 mois, c'est merveilleux, mais déjà tous les mois, c'est pas mal. Donc voilà, c'est ça que va faire un traitement quand on a besoin d'un traitement. Mais on reste migraineux. En consultation, quand les patients vont mieux, ce qu'ils ne nous disent pas, c'est « je suis guéri », ils nous disent « je peux enfin vivre normalement. Merci docteur, je peux vivre normalement. Je peux avoir une vie normale, je peux prendre des risques, je peux sortir, je peux avoir un peu d'excès. » C'est pas évident de dire à son employeur « désolé, je viens pas travailler ou je suis en arrêt maladie parce que j'ai une migraine ». Mais les gens ne prennent pas d'arrêt de maladie. Les gens prennent le RTT en France. C'est pas accepté. Enfin, d'abord, il y a un jour de carence la plupart du temps, donc on ne prend pas un arrêt de maladie pour une journée de migraine. Donc effectivement, on ne peut pas bien chiffrer d'ailleurs ce que coûte la migraine. C'est un problème de nos données. On ne le sait pas très bien à cause de ça. Mais au-delà du travail, il y a l'impact sur sa cellule familiale. Ça, c'est ce qu'on appelle la proximologie. C'est l'impact d'une maladie, d'un sujet par rapport à son environnement. C'est-à-dire le conjoint ou la compagne, les enfants qui subissent aussi la migraine de la maman de manière
importante, hein, et ça, en consultation, ça revient de manière vraiment très récurrente. Oui, et alors les anglo-saxons ont désigné quelque chose qui est intéressant, qui est la céphalgiaphobia, qui est ces gens qui ont des migraines importantes, une maladie migraineuse importante, et qui ont peur des facteurs déclenchants et qui peuvent à la limite presque être des tyrans domestiques dans la mesure où, au fond, il ne faut pas qu'il y ait de bruit, il ne faut pas qu'il y ait de vent, il ne faut pas qu'il y ait d'alcool, il ne faut pas qu'il y ait de cigarettes. L'altération de la qualité de vie du migraineux, elle est liée bien évidemment à la crise. Quand on voit un patient en crise, vert, en train de vomir, couché, on comprend. Mais elle est aussi liée à une altération de la qualité de vie entre les crises. Et cette altération de la qualité de vie entre les crises, elle est supportée par ce qu'on appelle les conduites d'évitement. C'est-à-dire le patient construit sa vie en fonction de la survenue potentielle d'une crise migraineuse et il embarque tout le monde avec lui. On ne fait pas ci, on ne fait pas ça, on ne sort pas, non je ne peux pas, je ne vais pas pouvoir me traiter, je préfère rester à la maison. Et ça altère beaucoup la qualité de vie des patients. Alors, il y a des nouveaux traitements qui ont été lancés en Amérique du Nord. Qu'est-ce qu'il en est en France, en Europe ? Alors, effectivement, là, on parle beaucoup de la migraine parce qu'il y a une nouvelle classe thérapeutique qui arrive dans le traitement préventif de la migraine, qui est une classe thérapeutique qui correspond à des anticorps. Donc, c'est vraiment l'arrivée des biothérapies dans le champ de la migraine. Les biothérapies, il y en a beaucoup partout, mais ça commence à arriver dans les maladies pas trop sévères, hein, comme peut être perçue la migraine. Et ces anticorps visent à bloquer le fonctionnement d'une petite protéine qu'on a tous, qui s'appelle le CGRP, qui, en fait, chez le migraineux, est la protéine qui va déclencher le phénomène d'inflammation et de dilatation des vaisseaux qui fait mal. En fait, les migraineux ont peut-être un peu plus de CGRP que la moyenne de la population, mais surtout, ils y sont beaucoup plus sensibles. Hein. C'est-à-dire que si moi, on me fait une perfusion de CGRP, probablement, ça ne va rien faire. Si on le fait à un patient migraineux, très probablement, il va déclencher une crise migraineuse sévère. Donc, ça fait longtemps que l'industrie pharmaceutique essaie de faire des anti-CGRP, qui n'y arrivent pas avec la synthèse chimique, soit ça ne marche pas, soit c'est pas bien toléré. Et ils y ont enfin réussi avec ces biothérapies, avec des produits qui marchent bien, en ce sens que un certain nombre de patients répondent à ces produits. Quand on répond, la magnitude de réponse était importante. Pour l'instant, on n'a pas de souci de tolérance, c'est très très bien toléré. On s'affranchit des prises de poids, de l'effet sédatif, de tout ce qui nous pourrit la vie en consultation avec nos traitements actuels. Et l'intérêt pour le patient, c'est qu'avec les produits qu'on a actuellement, une injection sous-cutanée avec un petit stylo et il est couvert pendant 1 mois. Et il répète l'injection tous les mois. Donc il y a pour l'instant 3 produits qui ont été, enfin un 4e qui vient d'être homologué aux USA. Les 3 produits sont aussi autorisés par la Commission européenne. Ils sont sur le marché américain depuis 1 an et demi, avec à peu près 400 000 Américains qui sont traités avec ces produits actuellement. En Europe, les dossiers sont repassés en instance nationale et actuellement en France, ils ne sont toujours pas sur le marché car la discussion de remboursement et de prix est toujours en cours, car les industriels ont commercialisé initialement à des prix relativement élevés. On se retrouve avec une injection qui peut varier entre 600 et 1000 euros l'injection, faisant que nos systèmes de santé ne peuvent pas absorber cela dans la migraine qui touche 10% de la population. Donc actuellement, les autorités, notamment françaises, souhaitent restreindre ces produits, au moins initialement, aux migraineux sévères. Hein, et on attend, on est tous en attente, on trouve que c'est un peu long. Les patients, bien évidemment, mais nous aussi, ça commence à être un peu long. Et côté traitement non médicamenteux ? Alors, côté traitement non médicamenteux, on avait jusqu'à présent 3 traitements classiques qui étaient la relaxation, la thérapie cognitive et comportementale et le biofeedback. Ça, c'est des traitements qui, depuis vraiment plusieurs années, étaient recommandés pour le traitement de fond de la migraine. Récemment, je dirais que l'offre s'est diversifiée par plusieurs approches dont on vous a parlé durant ces journées, à savoir toutes les techniques de méditation qu'on a proposées pour le traitement de la migraine. On a proposé également le MDR,
On a proposé également les techniques de thérapie cognitive et comportementale de 3e génération, ces techniques émotionnelles comme l'ACT par exemple. On a proposé aussi des techniques de stimulation. On a vraiment élargi le domaine des possibles en ce qui concerne les thérapies non médicamenteuses. Et puis, il y a, je dirais, une sorte de 3e possibilité qui s'est fait jour, c'est tout ce qui a trait à l'hygiène de vie. Et là aussi, on a eu des essais, des propositions qui concernent le fait de faire du sport régulièrement, le fait de réguler le sommeil, parce qu'on sait qu'il y a un certain nombre de migraineux, on a des essais qui vont dans ce sens-là, qui ont des difficultés de sommeil, et ça aggrave le cours évolutif de la migraine. Le fait de perdre du poids et d'avoir des mesures hygiéno-diététiques strictes dans ce sens-là, parce que là aussi, il y a une association entre l'accumulation des adipocytes et une mauvaise évolution de la maladie migraineuse, et puis un rythme régulier, prise de repas et veille-sommeil. Alors tout ça, ça peut constituer, si on associe plusieurs de ces prises en charge, ce qu'on appelle des prises en charge intégratives, et ça paraît particulièrement intéressant, en particulier évidemment quand on a une maladie sévère, parce que quand on n'a pas une maladie sévère, c'est assez ennuyeux de supporter toutes ces contraintes, voilà, pour quelque chose qui n'est pas si ennuyeux que ça. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ces techniques, aucune de ces techniques n'a fait la preuve de son efficacité au sens où les médicaments de fond, les médicaments prophylactiques ont fait la preuve de leur efficacité. Donc, au sens de ce que nous, on appelle l'evidence-based medicine. Mais néanmoins, le fait de ne pas avoir fait la preuve de leur efficacité, ça ne veut pas dire que ces techniques ne sont pas efficaces. Ça veut dire, au fond, qu'on n'a pas assez d'études, que peut-être que nos études ne sont pas adaptées à ces techniques et qu'on a du mal à prouver l'efficacité de telles techniques avec la rigueur qui est demandée actuellement par l'evidence-based medicine. Donc voilà, on en est là. On ne peut pas actuellement dire qu'on a une efficacité prouvée, mais il semble que c'est vraiment intéressant d'associer ces techniques en cas de migraine grave, en cas de stress important, en cas de difficulté à tolérer les traitements. Et je pense qu'on aurait vraiment tort de s'en priver dans l'état actuel de nos connaissances. Alors après, dans les perspectives, au-delà de ces approches-là auxquelles les gens pensent tout à fait, il y a actuellement en perspective des approches en neuromodulation, et notamment en neuromodulation non invasive, où on n'implante pas d'électrodes dans le corps du patient. Alors, pour ceux probablement dans l'auditoire qui sont migraineux, qui sont intéressés, il y a déjà un système qui est assez bien connu, qui est le système céphalie, qui est un petit casque que les patients peuvent se mettre, qui va stimuler le nerf supraorbitaire. Et puis probablement il y a un nouvel appareil qui, s'il se confirme, sera plus intéressant. Il est déjà disponible aux USA. C'est un système qu'on appelle le gamma-core, qui consiste à aller stimuler le nerf parasympathique au niveau de la carotide et qui peut être utilisé comme traitement de crise ou traitement de fond. Et on a toute une approche comme ça en neuromodulation non invasive, en ayant stimulé le système nerveux. Et l'autre perspective, c'est aussi la stimulation du cortex cérébral avec les stimulations magnétiques transcrâniennes qui sont déjà relativement validées dans le traitement de la dépression réfractaire, dans certaines autres douleurs, mais qui commencent à arriver dans le champ de la migraine, sachant que pour l'instant, on n'a pas encore trouvé le paradigme de stimulation efficace et on bute un petit peu sur cela. On va prendre les questions, s'il te plaît. Tout à fait. Alors, donc, j'ai une première question ici sur la gauche, s'il vous plaît. Donc, monsieur au troisième rang. Et n'hésitez pas à lever la main pour que le micro circule rapidement.
Monsieur, nous vous écoutons. Merci pour ces explications. Ma question est que si de façon empirique, il semble qu'on connaisse bien les facteurs qui déclenchent les crises de migraine, est-ce qu'on connaît l'origine biologique au niveau du cerveau ou autre des maux de tête de façon générale et des migraines en particulier? Merci. Merci. Vous avez 1 minute. L'origine biologique pour la migraine, hein, si on parle que de la migraine. La migraine, on sait que l'origine de la migraine est issue d'une stimulation des vaisseaux cérébraux et des méninges. Et la douleur vient de là, puisque dans notre cerveau, c'est les seules structures qui sont innervées et qui peuvent produire de la douleur. Hein, c'est ce qui explique que les neurochirurgiens sont capables de descendre une électrode dans le cerveau sans que ça fasse mal. À partir du moment où ils ne touchent pas les méninges, ils ne touchent pas les vaisseaux, ça ne fait pas mal. Donc l'origine, elle est là. Après, pourquoi ces vaisseaux et ces méninges sont l'objet d'une inflammation et d'une dilatation? C'est un peu ce que j'ai expliqué. C'est pour des raisons génétiques. Les migraineux ont des régions cérébrales profondes trop sensibles qui s'activent anormalement sous l'effet des facteurs déclenchants. Et cette activation va générer une activation d'un système qu'on appelle le système trigéminovasculaire, c'est-à-dire que le système nerveux va produire des protéines, notamment ce CGRP. Ce CGRP va diffuser dans le cerveau, aller se fixer sur les récepteurs des vaisseaux, et quand il est fixé sur le récepteur, il déclenche le phénomène inflammatoire et de dilatation. Merci, monsieur. Bonjour. Les acouphènes, est-ce que vous considérez que c'est un mal de tête, ou est-ce que ce sont des éléments déclencheurs de maux de tête? Merci. Merci. Alors, les acouphènes ne sont pas considérés comme des maux de tête. Par contre, les acouphènes peuvent être considérés comme une douleur chronique quand ils sont trop permanents et trop gênants. Après, par rapport à la migraine, on est fréquemment confronté à des patients qui associent migraine et acouphènes, soit pendant la crise, soit indépendamment. Ça, c'est actuellement un sujet d'intérêt, pas qu'avec les acouphènes, en fait avec aussi les vertiges. Et actuellement, il y a de belles collaborations entre neurologues et ORL là-dessus, mais c'est un peu balbutiant chez l'adulte. Par contre, c'est très bien connu chez l'enfant, puisque chez l'enfant, on a un tableau très particulier qui est l'équivalent migraineux par excellence, qui est le vertige paroxystique de l'enfant. Ce sont des petits de 4-5 ans qui se mettent d'un seul coup à avoir un grand vertige rotatoire, ils sont blancs comme un linge, ils vomissent, ça dure quelques heures et ça se répète comme les crises migraineuses. Et ce sont des enfants qui, au bout de quelques années, voient disparaître le vertige pour voir apparaître la migraine en tant que telle avec le mal à la tête. Merci. L'acouphène ne peut pas, a priori, on n'a jamais démontré le fait que l'acouphène est un facteur déclenchant de la crise migraineuse. Merci. Madame? Alors moi j'ai parfois quelques migraines, pas trop fréquemment, mais j'ai tendance à penser que c'est purement une question de microcirculation cérébrale. Donc je me dis, je prends un dilatateur genre Doliprane et ça passe d'ailleurs. Mais j'aimerais que vous parliez plus précisément justement de la microcirculation cérébrale en rapport avec la migraine. Alors, la crise de migraine est un phénomène circulatoire in fine, mais c'est d'abord un problème neurologique. C'est la commande neurologique des vaisseaux cérébraux qui est défectueuse. Et après, contrairement à ce que pensent beaucoup de patients ont l'impression que ça circule moins pendant la crise de migraine. Ben, au contraire, ça circule trop, parce que vos vaisseaux sont dilatés et il y a un flux sanguin trop important. Et quand on fait de l'imagerie cérébrale fonctionnelle, ce qui caractérise, c'est l'augmentation de débit sanguin. Hein. C'est-à-dire parfois, quand les patients ont des crises vraiment très latéralisées, du côté de l'hémisphère qui est impliqué par la douleur, où le patient a mal, on voit une zone d'hypervascularisation énorme, alors que le patient est persuadé que ça circule moins. L'hypotension, le rapport... Alors, les femmes migraineuses, notamment quand elles sont jeunes, sont fréquemment hypotendues. Après, avec l'âge, ça disparaît un petit peu. C'est quelque chose d'assez intéressant. L'hypotension pouvant être un marqueur de moins bon contrôle de la douleur. Hein. Sur le plan animal, c'est très très bien démontré. On peut rendre un animal plus vulnérable à la douleur en lui faisant baisser sa tension artérielle par des bases
biologique, hein. Et on peut penser que chez certaines migraineuses à hypotension, ce qui est très fréquent en consultation, elles ont une vulnérabilité à la douleur plus importante que ne l'aurait une patiente elle-même migraineuse, mais avec un niveau tensionnel dit normal. Merci. Monsieur ? Bonjour, d'abord je voulais vous remercier. J'aurais aimé avoir votre avis sur les symptômes de la migraine avec aura et notamment sa différenciation avec certaines similarités avec l'AVC, avec une douleur que d'une seule partie de la tête et notamment une baisse de la sensibilité dans certains membres, des fourmillements, des choses comme ça. Alors, vous avez parlé de la migraine, pardon ? Avec aura. Avec aura. Alors, qui... Alors, là, effectivement, c'est une problématique importante, hein. On est souvent confronté, notamment quand on voit le patient avec sa première crise avec aura. L'aura, alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un accompagnement neurologique avec la migraine. Le plus souvent avant qu'apparaisse le mal à la tête, mais parfois en pleine crise de migraine. Le plus souvent, c'est visuel, le patient ayant l'impression de ne pas bien voir dans un émichant visuel, idéalement avec ce qu'on appelle nous le scotum scintillant, c'est-à-dire qu'il a une sorte de haricot de non-vision, et tout autour des scintillements. Ça peut toucher également le système sensitif avec des phénomènes d'engourdissement et également de picotement, qui le plus souvent sont ce qu'on appelle nous kério-oral, c'est-à-dire ça touche la main et la moitié du visage, et ça peut aller jusqu'à des troubles du langage, le patient ayant quelques difficultés à trouver ses mots, à arriver à s'exprimer. Et pour certains patients, vous avez la succession des trois, le visuel, 20 minutes, puis après le sensitif, une vingtaine de minutes, puis le trouble du langage. La première fois, effectivement, il faut évoquer un accident vasculaire cérébral. Le grand élément différenciant de l'accident vasculaire cérébral, c'est le fait que ça apparaît progressivement. Dans les vieux traités de médecine francophone, on parlait de la marche progressive, alors que l'accident vasculaire cérébral chez un jeune, c'est instantané. Si là, je suis plutôt jeune, mais si je fais un accident vasculaire cérébral, probablement visuel, je vais avoir une hémianopsie, d'un seul coup, je vais perdre ma vision. Tandis que le migraineux, il commence à sentir des petits scintillements, et en 5 minutes, ça s'installe. Donc l'élément essentiel, c'est cela, ce qui veut dire que l'élément essentiel, c'est de parler avec le patient, d'écouter, d'échanger. Généralement, le patient offre son diagnostic, si tant est qu'on l'écoute. Trop souvent, on n'écoute pas les patients. Et en migraine, c'est l'idéal, parce que beaucoup de patients voudraient avoir une imagerie pour confirmer le diagnostic. On les persuade simplement de nous parler de leur migraine et ça suffit à faire le diagnostic. Merci. Et donc, la dernière question pour madame. Oui, bonsoir. Moi, je suis migraineuse. J'ai découvert il y a 2-3 ans les triptans. Ça a complètement changé ma vie. Et du coup, je me demande, parce que je vois que vous n'en parlez pas, alors je sais pas, je me demande s'il n'y a pas, j'ai toujours peur d'en prendre peut-être trop, et qu'il y ait un effet d'accoutumance qui fait qu'au bout de certains temps, ça risque d'être moins efficace. Est-ce qu'il faut que je fasse attention à ça ou pas? Alors oui, il faut que vous fassiez attention à ça. En fait, il faut que vous preniez garde de ne pas en prendre plus de 2 fois par semaine. C'est ce dont je parlais tout à l'heure. Il faut que vous ne vous mettiez pas dans ce système où vous allez sensibiliser votre système nerveux central. Mais en revanche, vous pouvez prendre toute votre vie des triptans sans que vous ayez une accoutumance, au sens où on entend l'accoutumance, par exemple, avec les benzodiazépines. C'est-à-dire que vous n'allez pas devenir moins sensible au triptan. Vous voyez, ce n'est pas du tout la même chose. Vous allez sensibiliser votre système nerveux central à la douleur si vous prenez trop souvent des triptans. Mais si vous prenez raisonnablement des triptans sans en prendre plus de 2 fois par semaine, là par contre vous allez pouvoir prendre des triptans pendant des années sans qu'ils deviennent forcément moins efficaces. Alors, juste pour pondérer un petit peu le risque des triptans, effectivement, il y a ce risque d'en consommer trop, mais ça c'est vrai pour tous les traitements de crise, c'est pas propre aux triptans. Je dirais même peut-être, c'est un peu moins vrai pour les triptans sur le plan pharmacologique. Le problème des triptans, c'est que ça marche tellement bien comme vous que les patients se mettent facilement en abus puisque ça marche bien. Et s'il faut en prendre 1 par jour pour être bien, les patients vont en prendre 1 par jour pour être bien parce que c'est leur seule solution. Et donc dans ce cas-là, il faut consulter
pour avoir un traitement de fond. Et votre intervention est importante parce qu'on a beaucoup parlé des perspectives des nouveaux traitements, mais on a déjà un arsenal thérapeutique, que ce soit en traitement de crise ou en traitement de fond, qui nous permet de répondre à énormément de besoins et à énormément de patients. Le problème que l'on a, c'est que les migraineux ne consultent pas. Ils ne consultent pas parce qu'il y a une sorte de fatalité de la migraine de la part du corps médical, mais de la part des patients aussi. Il faut consulter et on a les moyens de vous aider. Merci beaucoup. On vous applaudit.